À Gutevor, Gutevor. Chaque Motzei Shabbat, nous avons le privilège et la chance d'avoir la continuité de ce que le Rabbi avait expliqué en Tafshinun Bet, combien le travail de la France, c'est la Ma'apecha, les Maliuta, c'est-à-dire que toute la transformation de la France, qui a commencé depuis l'Admoazaken et qui a continué à travers tous les Rebbeim jusqu'à pendant le mois de Hadar, c'est le mois où le Rebbe et la Rebbetzin sont arrivés à Paris. Et comme c'est connu le mot que la Rebbetzin a dit à Madame Azimov, que nous avons semé, à vous de récolter. Et donc, tout le travail à Paris depuis ces nombreuses années, nous avons vu dans le résultat, comme le Rabbi le dit dans cette sikha en question. Et Baruch Hashem, chaque semaine, nous avons le privilège et la chance d'entendre comment ce travail a été effectué. Et le Hafat Satamaya Notachutsa, à travers tous les intervenants, ce soir, j'invite Rav Shabtai Cohen à partager avec nous ces moments extraordinaires. Shavua Tov à tous. En effet, c'est un privilège pour chacun des anciens de parler de ce qu'il a vécu. Et d'ailleurs, la Torah nous dit dans Azinu, elle nous dit Zochor Yomot Olam Binu Shenot Dor Vador She'al Avicha Veyagetra Zekenecha Veyomuloch. Vous connaissez tous le sens de ce passouk dans Azinu, c'est-à-dire on a une mitzvah positive de rappeler l'importance de Zachor en général, qu'on a vécu avec Purim, l'importance de la Zechira, le souvenir, d'évoquer les souvenirs du passé. En plus, moi, je suis quelqu'un qui est très attaché au passé, très nostalgique du passé. Évidemment, ça va occasionner chez moi, je l'ai déjà fait quelques fois, mais en public, en me l'avait mal comme ça, j'ai jamais fait, donc c'est nouveau. Mais je tiens évidemment à remercier Ezer Cohen pour son travail, au nom du Bet Lubavitch, de nous donner l'occasion aux anciens, j'ose pas dire Zekenim, mais en tout cas aux anciens du groupe, de pouvoir évoquer et partager leurs sentiments, leur vécu, tout au long de leur odyssée, leur voyage dans le monde Chabad. Et je le fais avec grand plaisir et avec beaucoup d'émotion, parce que d'un côté, c'est très émouvant de redire à d'autres personnes dans un Melavé Malka qui, à l'époque, au début du groupe, puisqu'il faut le dire, nous étions un groupe au départ, et dans ce groupe, il y avait des Melavé Malka dans différentes familles, et on allait avec plaisir, on trouvait un babysitter pour nos enfants, et on y allait, et chacun racontait une histoire des tzadikim. Ce soir, c'est un Melavé Malka un peu différent, où il y a une personne, one-man show, qui tient la scène, et donc c'est un petit peu différent des Melavé Malka habituels, mais qu'à cela ne tienne, on va le faire avec plaisir, et d'engouement, et de passion. D'abord, il faut dire que, déjà, situé avant Chabad et après Chabad, et au moment où j'ai connu Chabad. L'avant Chabad, c'est ma famille, évidemment. Je suis né dans une famille traditionnaliste où on respectait les fêtes, quand même, avec beaucoup de joie, beaucoup de plats plantureux sur la table, Shabbat, Purim, Rosh Hashanah. Donc, j'ai vécu quand même dans une ambiance familiale religieuse, toute proportion gardée. La seule chose qui manquait, c'est l'étude. C'est le substrat important
qui fait d'une maison juive une maison religieuse, froum, au sens strict du terme, mais j'avais le côté, je dirais pas folklorique, loin de là, mais le côté sensibilité religieuse au niveau des fêtes et Shabbat et tout au long de l'année. Donc, né dans cette famille, en 1948, on a dû, à cause des événements en Algérie, nous avons dû quitter Alger en plein milieu de la nuit. Et comme la situation était devenue très difficile, mon père est resté là-bas, à Alger, pour terminer ses affaires. Il avait un commerce de charcuterie cachère à l'époque, et il faisait de l'avenir de la viande, pas de la viande, de la charcuterie de Strasbourg. Je ne me rappelle plus le nom, je l'ai en tête, mais tout le monde doit savoir à qui je fais allusion. Et donc, la vie étant devenue difficile, on a décidé de partir, comme on disait, les pieds noirs à l'époque, avec une main devant et une main derrière, c'est-à-dire avec une valise, très peu de valises. En plein milieu de la nuit, on a pris l'avion, on est arrivé, ça se passait en novembre 1962, presque un an après ma bar mitzvah et juste après l'indépendance d'Algérie. Évidemment, j'ai vécu des événements difficiles, le couvre-feu aussi, les attentats, les bombes dans les cinémas, dans les bus. Bon, voilà, donc je me retrouve à Paris, destination de la ville des Lumières, Paris, et ma mère, mon frère et ma sœur. Et non seulement j'ai eu une vie quand même chargée religieusement parlant, elle était assez chargée, mais j'ai quand même, au Talmud Torah d'Alger, j'ai plus après ma bar mitzvah, j'ai appris à lire, j'ai appris l'histoire aussi un petit peu, les coutumes, les quelques lois, avec un monsieur que Yitzhak Gabay doit connaître, Adas Lebel, qui dirigeait le Talmud Torah à Alger, et donc c'est lui qui m'a donné les rudiments de connaissances en judaïsme. Bon, donc arrivé à Paris, mes parents me placent au lycée Charlemagne de la 4e jusqu'en première, au lycée Charlemagne, un excellent lycée dans le Marais, dans le 4e. Et voilà que cette première, j'ai dû la redoubler, Bashgacha, et mes parents décident, par les voies impénétrables de la providence divine, de m'envoyer à l'école Yemné, où je vais apprendre véritablement à connaître l'étude de la Torah, le Tana, la Mishnah, le Talmud, la Halacha. Bon, j'ai donc 2 ans où j'ai pu me frotter à l'étude, et c'est là aussi que j'ai connu ma future femme. Voilà, donc on est dans la même classe, première terminale, et on a passé le bac ensemble, enfin on a préparé ensemble. Donc c'est toute une série d'événements providentiels. C'était, rappelez-vous, après mon bac, c'était en 68, donc en pleine révolution de mai 68, et voilà que mes parents habitaient dans le 9e, à Montmartre. Et je ne sais plus quel jour c'était, mais je déambulais dans la rue Richer et j'allais traverser la rue du Faubourg Poissonnière, et qui je rencontre? Quelqu'un que je ne connaissais pas ou que j'avais vu peut-être une fois, peut-être à Yavne, je ne sais plus. En tout cas, j'ai vu un monsieur, un jeune, quoi, avec un collier à l'époque. Il avait un chapeau, je ne sais plus. En tout cas, c'est Yitzhak Gabay, pour le nommer. Et voilà que je lui ai demandé est-ce qu'il connaissait un endroit où on pouvait étudier la Torah. Yitzhak connaît bien cette histoire, je lui ai raconté, il la connaît très bien. Donc, j'ai rien à lui apprendre, mais je suis sûr que d'autres ne la connaissent pas. Et donc, je lui ai ajouté que j'avais goûté à l'étude de la Torah à Yavne et que je voulais absolument continuer à le faire ailleurs. Bon, j'avais appris un goût à l'étude. Et en guise de réponse, Yitzhak m'informe qu'il y avait à Paris, je parle au passé, il y avait à Paris le GRYP, G-R-Y-P, c'était un sigle, un centre d'études dirigé par Rav Westheim, et rue des Martyrs, qui dispensait des cours, c'était un petit groupe. Bon, je crois que j'étais une fois ou deux,
rue des Martyrs. Je pense que j'étais une fois, certainement une fois, pour voir un peu comment se passait. Puis Yitzhak ajoute qu'il a entendu que les Lubavitch, première fois que j'entends ce nom, Lubavitch, eh bien, avaient prévu une réunion un dimanche après-midi de septembre 1968 au 44 rue Vieille du Temple dans le Marais pour organiser des cours de Torah. Bon, je note l'adresse, bien sûr, et je pars en voyage avec mes parents en Eretz Israël l'été, au mois d'août. Et au retour d'Israël, je me rends donc un dimanche après-midi à l'adresse indiquée 44 rue Vieille du Temple. Je ne connaissais pas trop ce quartier, mais je vais aller voir que je vais le connaître non plus en profondeur par la suite. Je monte donc quelques étages, je ne sais plus quel étage c'était, deuxième ou troisième. Je tape à la porte et qui m'ouvre la porte? Eh bien, Rav Moulay Azimov en personne, qui m'a accueilli bien sûr très chaleureusement, il m'a demandé mon nom, etc., etc. Et je franchis le seuil de la porte et je vois, en tout cas, je rentre dans les locaux qui était le Talmud Torah de Rav Pezer à l'époque, il me semble, et je fais quelques pas et j'aperçois une photo du rabbi en noir et blanc, le rabbi jeune, déjà rabbi, bien sûr, je pense, mais jeune. Et pour la première fois de ma vie, donc, j'aperçois cette photo suspendue au mur et j'engage, du moins Moulay, comme ça qu'on l'appelait, hein. Nous les anciens on l'appelait Moulay, pas Rav Moulay, au début peut-être, mais rapidement il m'appelait par mon prénom. D'ailleurs, il a jamais voulu m'appeler Shabtai, toujours Guy. Je lui demandais, appelle-moi Shabtai quand même, j'ai un prénom hébraïque. Non, c'est Guy. Bon, voilà, pour lui j'étais Guy. Bref. Donc, et une conversation s'engage entre lui et moi, et donc je lui dis que j'étais Cohen, et il me parle beaucoup de l'importance d'un Cohen, et il me raconte une histoire du Talmud, un passage du Talmud, que quand un Cohen voulait divorcer, je me rappelle très bien, dans le Talmud, c'est marqué, je ne sais pas, dans peut-être Kiddushin, je ne sais pas exactement où, que quand un Cohen voulait divorcer, eh bien, on lui cousait le guet, de sorte qu'il ait le temps de se rassénérer un peu, de se calmer, parce qu'on dit qu'un Cohen est nerveux. Je ne vois pas en quoi je suis plus nerveux que d'autres, mais bon, c'est vrai qu'il m'arrive de m'énerver, mais bon, pas pour rien, évidemment, comme tout un chacun. Bon, et je lui demande pourquoi on cousait. Et Moulay me répond, la raison, c'est justement pour que le Cohen se calme et puis qu'il change d'avis et qu'il décide de ne pas divorcer. Bon, et dans ce 44 Veille du Temple, dans ces locaux, je fais connaissance de son frère, Moshe Nissan, de Moulay Gorevitch, de Bichansky, peut-être il y avait 3 ou 4 Morim qui étaient là, prêts à organiser des cours. Et sans classique, j'ai commencé à étudier tous les dimanches au 44, et étudier Nigli Chassidut tous les dimanches après-midi avec Moshe Nissan, Moulay Gorevitch. Et ça, évidemment, je ne vous cache pas que ça me passionnait, puisque on allait dans le détail, dans Rachid, dans Tosfot, etc. Bon, peut-être pas au départ, mais par la suite. C'est qu'ainsi, au lieu d'atterrir au GRIP de Rabenstein, la Providence a voulu que je fasse partie du groupe, GRIP et groupe, évidemment. Vous avez compris l'allusion que Rav Azimov était sur le point de créer. Mais combien de personnes il y avait au 44 du Temple ce dimanche-là? Et même dans les cours chaque dimanche, il y avait peut-être 2 ou 3 groupes d'études, pas plus, et en tout peut-être 30 personnes au maximum, je pense, hein, pas plus que ça. Et quand j'ai connu Moulay, donc il m'a invité à venir manger Shabbat, ou même dans la semaine, j'ai étudié avec lui. Je sais que j'ai demandé d'étudier la halachot de repentir de Tchouva dans le Rambam, et il a sorti son livre, on a étudié quelques halachot. J'avais déjà acheté ce livre avant, donc j'avais évidemment l'intention de faire une vraie Tchouva, et j'étais sur le chemin, doucement. Il faut dire que
à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup d'études dans Paris. Il y avait l'Éperon, je crois, rue de l'Éperon, où il faisait des cours, mais sinon, à part le GRIP, il n'y avait pas grand-chose, en tout cas à ma connaissance. Paris était assez vide de cours, et sur le plan cache-route, la même chose. On n'avait pas grand-chose. Je me rappelle que, bon, ça c'est après que je me suis marié, on reviendra là-dessus quand on passera après mon mariage. Donc j'ai connu le groupe en 68, et ma future femme, Sarah Rivka Cohen, Schachter de son nom de jeune fille, était d'origine hongroise, polonaise, dont la famille avait bien connu Rav Zalman Schneerson à Paris. Je rappelle que Rav Zalman Schneerson était le cousin du rabbi, et au point que dans son testament, le grand-père de ma femme avait fait un legs substantiel en faveur de Rav Zalman pour ses activités et le chargeait de veiller à la bonne exécution de ce testament. Déjà, vous voyez, il y avait déjà un kécher, un lien, du côté de ma femme, future femme, il y avait un lien déjà avec le rabbi et le cousin du rabbi. La grande-tante de mon épouse a raconté que lors de son séjour à Paris, Rabbi Yosef Yitzhak est venu à Paris, il a visité la maison de Rav Zalman Schneerson au 10 rue Dieu, et cette maison était de fait devenue un centre communautaire pour les membres du mouvement Lubavitch, réfugiés d'Union soviétique en 1947. Et c'est là aussi qu'habita la rabbinite Hana, la mère du rabbi, pendant quelques mois, 3 mois je pense, après son arrivée en 1947, son arrivée de Russie. Et la grande-tante donc de mon épouse, pour la venue du rabbi précédent à Paris, les gens, les Lubavitch, avaient préparé une réception somptueuse. Elle se rappelait, cette grande-tante, qu'on avait posé un tapis rouge depuis la place de la République jusqu'à la rue Dieu, une distance de plusieurs centaines de mètres, pour vous dire quelle réception a reçu le rabbi précédent en son arrivée à Paris. Bien entendu, donc Moulet nous a demandé, puisqu'on se connaissait depuis la première terminale, et Moulet nous a demandé d'écrire au rabbi, voir si recevoir l'approbation pour le mariage, et tous les deux avons reçu, ma femme et moi donc, on avons reçu, ma future fiancée, avons reçu une lettre de bénédiction et le Mazel Tov, Mazel Tov. Je crois que Moulet m'a téléphoné pour me le dire, et j'en ai profité de passer quelques mois précédant le mariage en 69. Oui, mais j'ai profité de quelques mois précédant le mariage en 68, déjà en été 68, ah ben non, excusez-moi, en été 69, avant le mariage, pour étudier, j'en ai profité pour étudier en été à la Yeshiva de Brunoy, et là, l'ambiance évidemment a été extraordinaire, et l'étude à son comble. C'est là que j'ai connu Lapkowski, Vichansky, Goldberg, Rav Nissan, bien sûr, Rav Goldberg, Rav Israël Noir, tous les grands chachamim de cette époque-là. Et je dois dire qu'ils m'ont beaucoup marqué. Mais je dois dire qu'aussi, à cette époque, la Yeshiva n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. C'était une vieille bâtisse avec des souris dans les chambres, vraiment vieillotte, quoi. Et pourtant, on étudiait bien, on étudiait dans le jardin, l'espace forestier qu'il y avait à côté de la Yeshiva. Il fallait descendre un petit peu. Là, en plein air, on étudiait en été. Voilà, donc peut-être qu'on peut faire une petite pause musicale et pour enchaîner ensuite ce que j'ai à dire. Merci à vous.
Bien. Bien. Avant de vous parler de mon premier voyage chez le Rabbi en 1969, avant mon mariage, Moulet avait chargé Yosef Mergui et moi-même de faire de partir quelques jours en province pour faire Mifsaïm. À l'époque, on ne parlait pas de Mifsaïm, mais c'était pour aller mettre les tefilines. C'était dans quelle ville, je ne me rappelle plus trop, mais c'était en province. On a passé 2-3 jours. On a reçu une lettre du Rabbi que j'ai devant moi d'ailleurs, et une lettre avec beaucoup de références, une deuxième lettre, et avec beaucoup de références en bas, qui date de Erev Shabbat Kodesh Ve'etchanan Tafshin Chav Tet. Le Rabbi parle beaucoup des tefilines, justement, que grâce au fait qu'on accomplit la mitzvah des tefilines, et on les arrange, on les vérifie aussi, ça accomplira que parmi les soldats, l'ennemi aura comme on dit à propos de Gad, l'ennemi aura le cou et la main tranchée d'un coup. On a visité, donc, je crois que c'était, je ne me rappelle plus le nom, je l'avais en tête, mais j'ai oublié. Pardonnerez cet oubli, mais c'était mon premier voyage en Mifsaïm, en dehors de Paris. Et on a parlé à quelques gens, des commerçants, etc., des familles. Et donc, ça m'a beaucoup marqué ce voyage. Au point que le Rabbi nous a envoyé une lettre, il m'a envoyé chez moi, mais c'était pour Yosef Mergui aussi. Donc, quand est-ce que je me suis rendu chez le Rabbi pour la première fois, hein, c'est en Tishri 1969, et ma fiancée aussi, je dois dire que quand on reçoit une lettre du Rabbi, on est considéré comme fiancé. Donc, le jour prévu de ma première Yechidout, je suis resté toute la nuit dans ce qu'on appelle le Gan Eden à Tarton, devant le bureau du Rabbi. Comme veut la tradition, j'ai lu le livre de Teilim et je me suis préparé mentalement, spirituellement à cet événement crucial dont Moulet nous avait beaucoup parlé, bien sûr, qui fut finalement un tournant majeur dans ma vie et celle, bien sûr, de ma future épouse. Donc, je suis rentré dans le bureau du Rabbi à l'aube, je crois que c'était vers 8 heures du matin, ou 7 heures, 8 heures du matin, le jour pointé déjà, debout devant le Rabbi. Je me tenais, bien sûr, comme tout le monde, en Yechidout. Et le regard du Rabbi était extrêmement impressionnant. J'ai pu remarquer qu'il avait les yeux bleus, il me semble, bleus, mais un regard très perçant, et je n'avais pas le courage de l'affronter, de le regarder en face. Donc je baissais la tête et j'ai tendu mon tzedler, ma lettre, au Rabbi en demandant une bénédiction pour parvenir à mieux me concentrer dans la prière. Et d'autres questions aussi, je ne me rappelle plus la vérité trop, mais j'ai dû attendre quelques minutes, et le Rabbi, avec sa loupe, il me semble qu'il a mis ses lunettes, il avait ses lunettes. Est-ce qu'il avait la loupe? Il me semble que non, pardon. Je pense qu'il n'avait pas sa loupe à l'époque. Enfin, il avait, mais il l'a pas utilisé. Et je pense dans cette lettre, je demandais au Rabbi si je devais étudier à la yeshiva, mais quand le Rabbi a commencé à me répondre,
il a commencé à me répondre à ma question concernant la concentration de la prière. Et il m'a demandé d'étudier le chapitre Mem Aleph 41 du Tanya. Je lui ai demandé si je devais continuer mes études ou aller à l'Yeshiva. J'ai en première année ou en première année d'études d'anglais. Et donc, je lui ai demandé si je devais continuer mes études ou aller à l'Yeshiva quelque temps. Et le rabbi m'a répondu, vous aurez vos certificats et vos diplômes. Évidemment, j'étais qu'en première année et j'avais encore 5 ans d'études devant moi. Et donc, j'ai interprété ces paroles du rabbi comme une promesse, une aftacha, une promesse, une assurance que je réussirais mes études et que je devais évidemment continuer mes études profanes et non pas aller, comme beaucoup ont demandé, beaucoup d'anciens ont demandé s'ils allaient à la yeshiva, étudier 1 an, 2 ans. Et le rabbi a aussi répondu qu'ils devaient continuer leurs études profanes. Ma fiancée demanda si elle devait continuer ses études. À l'époque, elle avait commencé une première année d'études de français, mais aussi elle avait des modules on appelle ça des UV, de psychologie. Et elle a demandé si elle devait aller aussi dans un séminaire. Donc, le rabbi répond, la psychologie est contraire à notre sainte Torah. Et de fait, elle a arrêté ses études de psychologie, même si c'était quelques heures par semaine. Ce n'est pas l'essentiel de ses études, c'était le français. Et elle exprima aussi au rabbi qu'elle avait du mal à se concentrer dans la prière. Et le rabbi répondit qu'elle devait étudier le chapitre 32, vous voyez que ça diffère selon les personnes, 32 du Tanya, et ajouta, il serait bon aussi que vous étudiez avec Rav Asimov ou Madame Asimov des sirotes évoquant ou soulignant l'importance de la joie de la simcha. Et c'est ainsi que durant de longs mois, ma femme a étudié ces sirotes avec Madame Asimov chez elle, au 33 rue du Faubourg du Temple. Et il faut dire un petit détail quand même, c'est qu'avant que je connaisse Boulet et sa femme, quand on est arrivé d'Algérie, on a atterri rue du Faubourg du Temple, juste quelques mètres avant que Boulet s'installe. Il n'était pas encore installé, c'est vrai. Il s'est installé en 67, je pense. Et nous, on a vécu quelques années dans ce faubourg qui allait être aussi le lieu de résidence de Boulet et de sa femme. Et ma femme a demandé au rabbi aussi quelle était la meilleure date pour notre mariage. Quel mois ou quelle date? Et le rabbi a répondu en Kislev, tout en précisant ces mots-là, il est possible de se marier en Kislev ou en Adar, mais il serait bon de vous marier avant Hanouka. Et effectivement, nous nous sommes mariés le 13 Kislev. Et où s'est-on marié? Eh bien, là où on s'est connus, dans la cour, dans le préau, dans la cour de Yavne, l'école Yavne, rue Col Bernard, en présence du directeur, M. Picard, Mme Picard probablement, c'est Moulet qui a fait la roupa, le Kiddushin. Et ensuite, on a fait un petit lunch dans une salle à côté, dans la cour même. Il y avait beaucoup de sibra, beaucoup de monde. Et en sortant de cette yéchidout, ma fiancée aperçut la rabbinite Chaya Mouchka qui attendait le rabbi dans sa voiture. Voilà ce qu'elle m'a raconté elle-même. Avant notre mariage, le grand-père de mon épouse nous avait proposé un appartement dans le 1er arrondissement, place du Châtelet, exactement 22 avenue Victoria, que les anciens ont connu. Nous avons demandé au rabbi si nous devions accepter cette proposition, d'habiter dans ce grand appartement, avec un loyer très, très minime, très dérisoire. Je crois qu'on payait 1000 francs à l'époque, mais 1000 francs par mois, voyez-vous. Et donc, ma femme m'a demandé est-ce qu'on devait accepter cette proposition. Le rabbi a répondu en principe, il est préférable d'habiter près de juifs qui paient et tefillin et respectent le Shabbat. Mais dans cet endroit, le rabbi ajoute, il en existe. Donc, c'était une approbation claire et nette d'habiter dans cette maison. Et c'est ce qu'on a fait de
de novembre 69 jusqu'en 1980. Alors, je dois vous parler aussi de cette maison qui fut un lieu de passage pour beaucoup de monde, et les anciens s'en rappellent, bien sûr. Alors, d'abord, on allait prier au 17, puisque c'était à 10 minutes à pied. Et Motsé Shabbat, qu'est-ce qu'on faisait, Motsé Shabbat? Ma femme et moi, on allait Père Abdallah chez Rav Hillel, le père de Moulet. Et là-bas, il y avait son frère, Moshe Nissan, les trois sœurs, Vora, Esther, Sterna et Esther, trois sœurs, et Madame la femme de Rav Hillel, la mère de Moulet. Et donc, ce que je me rappelle, c'était qu'elle était très chaleureuse, elle souriait beaucoup. Et sa spécialité, je crois qu'elle réparait ou elle préparait les talit katan pour le Talmud Torah de Rav Hillel. Donc, j'allais prier au 17, le Shabbat matin, et j'allais au Mikvé. Alors, j'allais au Mikvé rue du Temple, d'un côté rue du Temple, mais aussi rue Villardois, pas loin dans le 4e. Et une fois, je me rappelle que Moulet, comme je faisais de l'anglais, il m'a dit: qu'est-ce que tu dirais de traduire la sidra de l'anglais en français pour la sidra la semaine, ce qu'il appelait la sidra la semaine, en format A5. Les anciens se rappellent, avant que ça passe à A4, un simple format A5 en noir et blanc, pas de photo, rien du tout. Il y avait la couverture, la sidra de la semaine, et puis la deuxième, troisième et quatrième ouverture, et la quatrième couverture servait de texte. Et donc j'ai accepté et j'ai commencé donc à traduire de l'anglais la pensée de la semaine en anglais. Je l'ai traduit en français. Je l'ai fait pendant pas mal d'années. Ensuite, ma femme a repris le flambeau. Et avec Rav Moulet, écoutez, on allait ensemble au Mikvé, on se voyait au Mikvé souvent, et on faisait la route ensemble, rue des Archives, pour aller ensuite au 17, rue des Rosiers. Rav Hillel, à la maison, donc, on restait quand même, après l'Abdallah, on restait une bonne petite heure pour parler de choses et d'autres. Il racontait une histoire probablement. Il était très souriant aussi, très chaleureux. Et une façon c'est comme ça qu'on s'est trempé dans une famille Chabad et par excellence Rav Moulet et sa famille, qu'on a eu l'occasion de connaître en détail. Le Rav Hillel, je sais qu'au début de mon mariage, il m'a demandé d'enseigner au Talmud Torah à Montreuil, ensuite au Lila. Et je me rappelle qu'il ne parlait pas beaucoup français, mais une chose qu'il avait l'habitude de dire, c'était aux élèves: assis la place. Assis la place, ça voulait dire asseyez-vous. Hein, en bon français, ça veut dire asseyez-vous, mais il disait assis la place. Bon, ça m'a toujours fait rire, mais voilà, quelques clichés comme ça de Rav Hillel. Un homme qu'on ne peut pas oublier, évidemment, sa présence au 17, sa présence partout. Je me rappelle encore quand il est décédé, ça m'a beaucoup touché, évidemment, comme pas mal d'autres gens. Mais au Châtelet, dans cet appartement, il faut dire aussi que j'ai déjà fait allusion, c'était un lieu de passage pour les gens, des touristes qu'on voyait, de temps en temps qu'on habitait au 17 ou des Rosiers. Un vendredi soir, on amenait de temps en temps un touriste, un couple ou une personne à venir manger chez nous. Mais à part cela, c'était aussi un lieu de passage pour les futurs mariés. Je ne dirai pas les noms, mais ceux qui sont concernés s'en rappelleront. Et aussi pour les Farbringen, que Moulet faisait chez nous au 22 avenue Victoria, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le local, rue Lamartine. Il a fait aussi des Farbringen, bien sûr, au 44 Veille du Temple, à la rue Duc également, bien sûr. C'était mes premiers Farbringen. Mais quelquefois, pour Im, je pense aussi, il a dû faire chez nous, au Châtelet. Et Yosef Mergui s'en rappelle, Chaim Elul aussi, bien sûr. Bon, voilà donc une première
une première évocation de sa première année de mariage. Et lors de l'une de ses visites chez le rabbi, ma femme, attendant un enfant, demanda au rabbi une bracha pour que l'accouchement se passe bien. Et après avoir donné des bénédictions, le rabbi conclut: le bon Dieu vous bénira et vous aurez une fille. Il s'est interrompu pour tousser et reprit: une fille ou un fils que vous élèverez dans la Torah, la Choupa et les Masim Tovim. À son retour à Paris, quand elle raconta sa yéridot à Madame Asimov, celle-ci lui dit: c'est sûr que tu vas avoir une fille. Et en effet. Mais avant, j'aurais dû vous dire aussi qu'avant d'avoir cette fille, Hana, l'aînée, et je sais que Moulet m'a dit Simanto, quand la première est une fille, c'est une Simanto pour tous les autres enfants. Et en effet. Mais avant d'avoir cette fille, Hana, hein, on en a attendu 1 an et demi avant de l'avoir, et on avait écrit au rabbi une bracha pour avoir un enfant. Et le rabbi nous a répondu une lettre qu'il fallait revoir les dinim de Tarat HaMishpacha, et on les a revus, moi avec Moulet et ma femme avec Bassi, et 9 mois après, grâce à Dieu, on a eu Hana. Voilà pour la petite anecdote. Peut-être une petite musique, ça ferait du bien pour tout le monde. Oh yo 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 mama mama oh la rama mama oh ya mama mama ya 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 mama ya oh
Bien. Ma femme vient de me préciser que avant qu'on se marie, on est rentrés séparément, bien sûr. T'es fiancé par la lettre du rabbi, mais on est rentrés séparément. Maintenant, elle m'a rappelé aussi que Moulay et sa femme nous ont fait des Shabbat Brachot chez eux à la maison, rue du Faubourg du Temple. Ensuite, une autre occasion où ma femme s'est rendue en 1980 chez le Rabbi à l'occasion de la fête de Yubet Tammuz. Yubet Tammuz, c'était en 1980. Elle est entrée en Yechidut. Elle est entrée en Yechidut le 13 Tammuz, qui est aussi l'anniversaire de notre fille Rachel. Et le Rabbi donna 10 francs pour elle, pour son anniversaire. Et un des secrétaires nous a précisé ensuite que le Rabbi nous avait dit de respecter les coutumes de jour d'anniversaire pour Rachel. Et à cette époque, mon épouse enseignait à l'école Yavne. Elle décida de prendre une année sabbatique. Et pourquoi? Parce que la direction de l'école Beth Rivka lui avait proposé de remplacer provisoirement une enseignante. Puis on lui proposa un poste fixe à Beth Rivka. Et elle demanda en Yechidut au Rabbi si elle devait accepter ce poste fixe. Et le Rabbi lui répondit réussite dans le travail de Faratzta. Et de là, ma femme comprit qu'elle devait plutôt continuer à enseigner à l'école Yavne. Ça, c'était une première anecdote à propos d'Yavne. Une seconde, quelques années plus tard, je ne peux pas vous dire quelle année, mais en tout cas quelques années plus tard, la librairie Kolbo, qui était dirigée par son cousin, par alliance à ma femme, Yosef Charbit, à la Vachalom, la librairie Kolbo, qui n'a pas connu la librairie Kolbo à l'époque, eh bien, son cousin, donc, Yosef Charbit, lui proposa de traduire des livres d'anglais en français. Bon, à l'époque, il avait entamé une traduction de ArtScroll, anglais-français, et conditions étant très avantageuses, elle interrogea plusieurs fois le Rabbi à ce sujet, mais elle n'a pas reçu de réponse. Voilà qu'elle gagne au Goral du groupe, à l'époque des femmes, des filles du Babi de Paris, pour un voyage chez le Rabbi. Et nous sommes partis donc à Brooklyn pour le 10 Shvat en 1980 avec 3 de nos enfants. Et en Yechidut, dans la lettre qu'elle a remise au Rabbi, alors des fois on remettait la lettre avant de rentrer, c'était une lettre longue, et des fois sur place dans la Yechidut. En tout cas, dans cette lettre, mon épouse a demandé, elle présenta au Rabbi, la lettre qu'elle a présentée au Rabbi, apparemment c'est en direct, si elle devait arrêter d'enseigner à l'école Yavne, puisque son cousin, la librairie Kolbo, lui proposait un travail rémunérateur. Et cette conversation entre le Rabbi et mon épouse, le Rabbi s'est engagé. Le Rabbi lui a demandé, avez-vous des raisons d'arrêter d'enseigner à Yavne? Ça a été la première question du Rabbi. Et cette conversation entre le Rabbi et mon épouse a duré un certain temps. Et ma femme fut très sensible au fait que le Rabbi avait entamé un dialogue avec elle. On s'en rappelle encore, elle-même, bien sûr. Et instinctivement, elle a répondu au Rabbi qu'elle était fatiguée, très fatiguée. Voilà la raison pour laquelle elle voulait arrêter Yavne. Nous avons déjà, je précise que nous avions déjà à l'époque, quand elle a dit qu'elle était fatiguée, on avait déjà 7 enfants. Le Rabbi continua à l'interroger comme s'il n'avait pas entendu. Et puis, il a repris le mot fatigué, mais betmiya, avec un étonnement très fort. Fatigué, point d'interrogation, fatigué. Alors, le Rabbi commence une série de questions avec ma femme. Il lui demanda si elle travaillait beaucoup à l'école. Elle répondit qu'elle travaillait à mi-temps déjà, c'est-à-dire 9 heures. 9 heures. Interloqué, le Rabbi demanda 9 heures par jour. Elle répondit non, en tout 9 heures par semaine. Tout ceci donnait l'impression que le Rabbi
Le rabbi considérait que ce n'était pas beaucoup. Il demanda si elle travaillait tous les jours. Elle répondit 3 jours par semaine. Vous voyez le nombre de questions sur Yavne. 3 jours par semaine, répondit-elle. Il continua, mais habitez-vous loin de l'école? Elle répondit 10 minutes. Et oui, de Châtelet, c'était 10 minutes en métro. Le rabbi demanda si elle avait consulté un médecin, et quand elle répondit par la négative, il lui conseilla d'aller voir un médecin ami. Et on sentait que le rabbi souhaitait vivement qu'elle continue à travailler à Yavne. Et c'est ce qui s'est passé effectivement. Depuis, elle n'a pas cessé de travailler dans cette école et a pu ainsi, au fil des années, influencer dans le chemin du judaïsme des centaines de jeunes filles et garçons, puisque Yavne, c'était mixte. Et je peux vous dire qu'elle est restée, elle a fait toute sa carrière à Yavne. On peut dire que c'était un mobilier, un meuble de Yavne. Moi, dans mon métier, j'ai fait beaucoup d'employeurs. D'ailleurs, quand j'ai pris ma retraite, j'ai dû pointer tous les employeurs que j'avais faits, petits et grands, peu importe. En tout cas, ça a été long. Pour elle, c'était un seul employeur, un seul meuble, un seul lieu, rue Claude Bernard, et ensuite le Yavne qu'on connaît à Place d'Italie, Léon Boulet. Et durant cette même yéchidoute, mon épouse demanda au rabbi une bénédiction pour que son père revienne lui aussi dans le chemin de la Torah. Et 3 jours après notre retour des États-Unis, son père, le père de ma femme, donc décéda, à un jeune âge, une quarantaine d'années à peu près. Et Rav Moulet nous téléphona alors pour nous annoncer que le secrétariat du rabbi l'avait informé, au nom du rabbi, que son père, qui n'était pas religieux évidemment, était assis maintenant dans le Gan Eden avec les Havot, les patriarches pères du peuple juif. Voilà ce que le rabbi a noté sur cette lettre qu'il a demandé à Moulet au secrétaire de transmettre à Moulet et que Moulet nous a transmis. Puisqu'on parle de mon beau-père, on va parler de ma belle-mère aussi. Une année, ma belle-mère ne se sentait pas très bien et nous avons demandé pour elle une bénédiction lors d'une yéchidoute. Elle n'était pas très religieuse, c'est vrai aussi, et le rabbi répondit qu'elle devait s'efforcer de manger cachère, aussi bien à la maison qu'en dehors de la maison. Et elle a pris ça à la lettre. Et depuis là, elle respecta scrupuleusement, on peut dire, les lois de la cacheroute, aussi bien chez elle qu'à l'hôpital, quand elle devait y aller et ailleurs. Voilà la force du rabbi on voit que respecter les paroles du rabbi, ça mène une bracha et ça mène une refoua shlema. Encore quelques souvenirs d'une yéchidoute, et ça se passait en Kislev 1981. Ma femme devait rentrer yéchidoute générale avec tous les Français dans le bureau du rabbi, et elle tenait alors dans les bras notre fille Perla, âgée de 4 mois. Je crois que Youssef Mergui a raconté cette histoire aussi, puisqu'il était présent. Mais là, c'est en direct, puisque ma femme l'a vécu. Je n'y étais pas moi-même. Donc, elle tenait dans les bras notre fille Perla, âgée de 4 mois, qui n'arrêtait pas de parler, de pleurer. Et comme ma femme n'arrivait pas à la calmer, elle laissa entrer tout le monde et finalement entra la dernière dans le bureau du rabbi pour se retrouver immédiatement devant lui, pratiquement face à face, seule, et tenant toujours ma fille Perla dans les bras, en pleurant, bien sûr. Il continuait à pleurer, le bébé pleurait. Le rabbi prit une loupe qui était placée sur son bureau, avec laquelle il lui arrivait de lire les lettres qu'on lui remettait. Et après quelques secondes, il prit la loupe donc, qui était sur son bureau, l'agita devant Perla, et puis l'attendit à ma femme. Et après quelques secondes, le bébé s'est calmé, effectivement. C'était impressionnant de constater comment le rabbi s'employait à calmer un enfant et comment le rabbi aimait les enfants. On le voit dans toutes les vidéos du rabbi. À l'Akba Omer, n'en parlons pas, c'est avec sa main comme ça, il saluait les enfants, la parade, les enfants, etc., etc. Et ma femme, en sortant, a naïvement demandé à Rav Groner que faire de la loupe. C'est quand même une loupe qui appartient au rabbi. Et comme il l'a mis dans la main du bébé, et ma femme est sortie avec. Donc, elle a demandé à Rav Groner quoi faire. Et Rav Groner lui répondit que lorsque
le rabbi donne quelque chose qui lui appartient, un crayon, n'importe, une loupe en l'occurrence, il faut le garder. Et c'est ainsi que nous gardons précieusement cette loupe que je vais vous montrer ici et qu'on a précieusement. Voilà donc la loupe du rabbi avec laquelle il lisait des lettres. Je ne sais pas si c'était tout le temps, quelquefois. En tout cas, voilà la loupe qui a appartenu au rabbi et dont il se servait souvent. Baruch Hashem, Dieu a voulu qu'on ait cet héritage. Et je dois dire que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens dans le monde qui ont des choses qui ont appartenu au rabbi, mais Dieu a voulu que, et on remercie Baruch Hashem pour ce srout d'avoir quelque chose qui appartient au rabbi et qu'on conserve dans ce petit sac noir. Voilà. Pour continuer, donc, une autre anecdote. À la naissance de l'une de nos filles, nous n'avions pas reçu de lettre de bénédiction, contrairement à l'habitude. On recevait toujours une lettre de bénédiction, Mazel Tov, Mazel Tov. Non, cette fois-ci, on n'a pas reçu. Je crois que c'était pour Rachel, Chaya Mushka Rachel. On n'avait pas reçu de lettre. Et finalement, on l'a reçu qu'au bout de 2 ans et demi à Simchat Torah. Vous allez voir la coïncidence des choses et la Hashgacha pratique. Évidemment, nous étions étonnés de ce retard. Pourquoi 2 ans après, le rabbi nous répond Mazel Tov pour la naissance de Rachel. Et le samedi soir après la fête, c'était Simchat Torah, donc après Simchat Torah, Rachel tombe de très haut d'un lit superposé et elle tombe sur la tête et elle ne parvenait plus à bouger la tête. Son cou était bloqué. Nous l'avons transportée immédiatement à l'hôpital et les médecins craignirent que la colonne vertébrale ne soit touchée. Chas v'shalom. Nous sommes donc alors souvenus que nous venions de recevoir une lettre de bénédiction du rabbi pour elle, pour Rachel, pour sa naissance, et ceci nous donna beaucoup, beaucoup d'espoir, évidemment. Et une amie de la famille arriva alors à l'hôpital et dit bonjour spontanément à notre fille. Celle-ci, Rachel, en l'occurrence, tourna la tête comme si de rien n'était. C'était vraiment un miracle, un S. Les médecins nous permirent de rentrer à la maison et affirmèrent qu'il n'y avait plus aucun danger pour elle. Donc, quelques jours plus tard, elle avait normalement repris son entrain et ses fonctions. Nous avons vu de façon claire et évidente l'esprit prophétique du rabbi. 2 ans après qu'elle soit née, on a reçu cette lettre de Mazel Tov au moment où il fallait pour qu'elle soit guérie de cette chute, qui avait attendu 2 ans. Cette lettre avait attendu 2 ans pour envoyer, l'armée avait attendu 2 ans pour envoyer cette lettre de bénédiction qui est arrivée juste avant qu'elle ne tombe. On l'a reçue juste avant qu'elle tombe. Une façon de faire acter la guérison avant la plaie. Une autre anecdote intéressante lors de l'un de mes premiers voyages, mais je pense qu'une petite interlude musicale se fera du bien. Ce sera pour la fin. Ce que j'ai raconté, ça sera une conclusion. Ay 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 la da da ay la da da oy ay ay ya mama. Ovinu malikeinu oyein elovanu emele ein elonu emele eloto ovinu malikeinu
Oyein elonu emelech, ein elonu emelech, ein elonu emelech eloto. Nai rai rai, ai la ra, ma ma ma. Ay, ay, mam, 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 mam. Ay, 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 la, la, mam, mam, mam. Did it, ay, ay, la, la, mam, mam, mam. Oh, jag vill en man. Oh, jag det lov en mellan. Oh, jag det lov en mellan. En lov mellan och vi nu mal känner. Oyein elonu emelech, oyein elonu emelech, elonu emelech eloto. Aya. Ok, voilà. Donc une dernière anecdote et je finirai ensuite par une évocation de ces années entre 68 et 94, le rabbi est parti physiquement, et bien après ensuite, bien sûr. Mais il a une petite anecdote intéressante dont Gary Cohen se rappelle très bien. Il m'est arrivé, donc cette anecdote, l'un de mes premiers voyages chez le rabbi. Alors, je ne me rappelle pas l'année. La vérité, Gary pourrait me le dire, mais peu importe. En tout cas, voilà. Notre on devait partir chez le rabbi. Est-ce que c'était, je pense que c'était pour Tishri, bien sûr. Et notre avion qui partait de Paris pour New York, eh bien, cet avion, vendredi matin, eut un important retard. Nous sommes arrivés à l'aéroport de Kennedy quelques minutes avant Shabbat. Et certains amis qui ont eu la chance, dont Gary Cohen, je m'en rappelle bien, de passer rapidement à la douane, parvinrent en temps et en heure à Crown Heights chez le rabbi pour la fête de Sukkot, il me semble. Et juste avant Shabbat. Et malheureusement, ce ne fut pas le cas pour la plupart d'entre nous. On était, je crois, 7, quelques filles, quelques garçons. On n'a pas pu donc partir. On est resté. La queue à la douane était longue et toute notre tentative d'explication ne servira à rien. On a dit que c'était une fête, on devait être à l'heure, etc., etc. Bon. Et donc, on a été obligé de passer la nuit le vendredi, soit à l'aéroport de Kennedy. Et au milieu de la nuit, vers 2-3 heures du matin, voilà on était assis par terre avec nos bagages. Et je crois qu'on a fait même kidouche. On a pu faire kidouche dans une souka à l'aéroport de Kennedy. Il me semble, hein, si je me rappelle bien. En tout cas, au milieu de la nuit, voilà que des policiers débarquent, qui nous réveillent, qui dormaient, qui somnolaient, bref. Et ils nous disent, voilà, on va vous escorter
tout le chemin de Kennedy jusqu'au Kranite, jusqu'à chez le Rabbi. Imaginez un peu, 6 heures de marche. 6 heures de marche. Eh bien oui, on est parti, on était tout content de partir. Et on a mis les bagages, il me semble qu'on a mis les bagages à la consigne, parce qu'on ne pouvait pas, je crois que c'était Shabbat, bien sûr, donc on ne pouvait pas transporter nos bagages, on les a mis à la consigne, grâce à l'aide du personnel de l'aéroport, je pense. Et voilà que les policiers avaient 2 voitures, une devant nous et une derrière nous, qui nous ont escortés parce qu'évidemment, il y avait des endroits pas du tout sûrs, pas du tout sécurisés. Et donc, comment les policiers ont-ils été au courant? Tout simplement parce que le secrétariat d'Edgari ou d'autres ont informé le secrétariat du Rabbi qu'ils avaient informé de notre situation et donc ils ont contacté la police avant que Shabbat rentre. Effectivement, la police est venue nous chercher, on a marché, je vous dis, 5-6 heures avec 2 voitures, une devant, une derrière, et nous sommes arrivés le matin, vers 8 heures du matin, ou 7 heures, 8 heures du matin, tôt avant la prière, pour la prière du Shabbat, avec le Rabbi. Et Rav Azimov Moulet, donc, en me voyant arriver, m'a dit que comment ça se fait, comment vous êtes venu. Il était au courant certainement, mais je dis, on a marché 5-6 heures, et il m'a répondu, vous êtes comparable aux chassidim d'antan qui, pour se rendre chez leur Rebbe, voyageaient des kilomètres à pied. C'est vrai, certains avaient la chance de voyager en charrette avec des chevaux, mais d'autres allaient à pied dans la neige, dans le froid, peu importe la saison. En tout cas, il m'a fait cette remarque qui m'a évidemment touché beaucoup dans ce sens. Maintenant, pour terminer, je dois dire que ces années entre 68 et, en tout cas, jusqu'au départ du Rabbi et aussi, hélas, le départ de notre Mashpia, Rav Moulet Azimov, on va dire qu'on a vécu ces années ont été fantastiques. Chaque fois qu'on partait chez Rabbi à Tishri, on revenait, les batteries étaient chargées à fond, à bloc, et on reprenait le goût de la vie et on se remettait au travail avec plus d'entrain, plus d'enthousiasme, plus de joie. Le Rabbi a passé un Tishri sur le Rabbi, ou Stam, une fête en général, que ce soit Yushvat, que ce soit n'importe quelle saison de l'année, mais surtout Tishri, qui était très mémorable. Le monde qu'il y avait, l'ambiance qu'il y avait, la cafote, tout ça nous a transportés dans un autre monde et on revenait à Paris, je vous dis, chargé à bloc, chargé d'énergie, d'enthousiasme, de joie. Et une chose que je peux dire, c'est que Ashrenu Matoverkenu, qu'on a pu être cette génération qui a connu le Rabbi, parce que je peux vous dire, quand j'ai rencontré Yitzhak Gabay pour venir au début, j'aurais pu atterrir au GRIP, mais Dieu a voulu que j'atterrisse au groupe, et Baruch Hashem, parce que ça a changé ma vie, et la vie de plusieurs d'entre nous, et de centaines et de milliers dans le monde entier, et particulièrement à Paris. Et on peut dire que Ashrenu Batovkinu, d'avoir un rabbi, d'avoir connu le rabbi, tout le monde n'a pas connu le rabbi, d'avoir connu le rabbi en privé, ensuite il y a eu des yachidot collectives, et donc on peut dire que quand on souhaite que le tshuva, altère le geoula, que tous les juifs fassent tshuva, que la geoula, comme le rabbi précédent l'a souhaité, et comme le Rambam me dit, Miyan Nigalim, dès qu'on fera tshuva, le Mashiach viendra, et le rabbi nous l'a promis, et on a confiance en lui, on sait que ce n'est pas des paroles en l'air, ça va s'accomplir, ça prend encore un peu de temps, encore quelques neshabot à ramener au bercail, et certainement que le rabbi sera à notre tête à nouveau, le Gashmiut, avec son corps, et là il dira Ador chez Gidalti. Regardez la génération que j'ai éduquée par mes shluchim dans le monde entier, et surtout pour Paris en tout cas, Rab Shmuel Azimov, dont on regrette la présence physique bien sûr, mais Moulet pour moi reste un mashpia. J'ai quelqu'un qui était toujours pour nous donner des conseils à ma femme, à moi, les deux présents ou séparément, et il a toujours été à nos côtés pour nous faire avancer. Et une petite anecdote
de Rav Moulet. C'était le dernier séminaire auquel il participait. Et je marchais dans la choule, parce que quel séminaire, je ne me rappelle pas exactement, la vérité. Il me dit, avec son voix, il m'appelle, il me fait le signe de venir. Et donc, je me dirige vers lui, et il me dit, mais pourquoi tu marches la tête baissée? Et je lui dis, Moulet, je ne fais pas exprès, mais il m'a dit, tiens-toi droit, et pour te tenir droit, hein, marche sur les talons. C'est une petite anecdote simple, mais pour dire comment Moulet s'intéressait à chaque détail de la vie de ses chassidim. Il a fait nous des chassidim chauds, des chassidim vibrants, de joie, d'enthousiasme. Et il n'a pas fait de différence entre les balais de Tchouba ou pas balais de Tchouba. Il nous a éduqués comme lui a été éduqué. Et je me rappelle évidemment les Parbringen au 17, où je me rappelle encore à thème danser sur la table devant Moulet, et beaucoup de mashké. Le mashké coulait à flot, et on rentrait juste à la maison. Je rentrais à Châtelet à l'époque, je rentrais dans la shkia pour faire le motzi, et ensuite j'allais dormir évidemment parce qu'on avait bu, mais je me rappelle encore les Farmangan de Moulet. Mais le premier Farmangan de Moulet dont je me rappelle, c'était au 44 veille du Temple, et vous savez que Moulet avait des expressions qui revenaient souvent. Au 44 veille du Temple, Moulet disait souvent « il faut mettre sa tête dans la poubelle. Un chassid n'a pas à avoir de tête, de réfléchir, il doit agir et faire ce que le rabbi demande, faire ce que le chassidoute demande. » Et ça, c'était les premiers. Il faut se conduire comme un balai. Un balai, on le prend et on balaye la chambre, le parterre. Eh bien, voilà les quelques mots qu'il disait, entre autres, au 44 veille du temps, ça m'a marqué aussi. Il faut mettre sa tête dans la poubelle et qu'il faut être comme un balai, c'est-à-dire voilà, un golem, et faire ce que le rabbi demande, être battel. Évidemment, c'est le bitou que la chassidoute, dont les pages et des pages, des milliers de pages regorgent la chassidoute, ce bitul ben Msiou, bitul Ayesh, bref. En tout cas, et plus tard au 17, ce qui dans les paroles, dans la bouche de Moulet, souvent revenait des mots, je n'ai pas des mots qui me reviennent tout de suite, mais en tout cas, c'était vibrant, ce qu'il disait nous touchait énormément. Et je me rappelle encore que quand je rentrais au Châtelet, là où j'habitais, j'avais coutume de noter tout ce que le Moulet avait dit, comme les Farmagan du Rabbi. Je notais les histoires pour m'en rappeler, et quelques mots qu'il disait, je me rappelais Shabbat, après Shabbat, une fois que j'ai repris connaissance que j'ai cuvé mon mashké, eh bien, je prenais mon cahier et je notais les mots, les histoires, les mots de Farmagan que Moulet nous disait. Et je peux vous dire que c'était Farmagan inoubliable, une joie, une émotion, une ambiance extraordinaire, au point qu'on dansait sur la table. Moi, je ne sais pas, en tout cas, certains le faisaient. Parfois deux ensemble, dansaient devant Moulet. Et je ne vous dis pas l'ambiance qui pouvait régner dans ce 17, rue des Rosiers, où Rav Hillel était présent, Rav Edelman était présent. Voilà, donc pour moi, cette ambiance au 17 a été quelque chose d'extraordinaire. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite à tous une très bonne santé dans cette situation sanitaire difficile pour vous et vos familles, des bonnes nouvelles, Bsorot Tovot, et qu'on puisse revoir le Rabbi Moulet, sa femme et tous les chassidim à la vie du Mashiach très bientôt, Bezrat Hashem.